Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Coucou, c'est nous, les David. Je vous jure que pendant le générique, je me suis dit, comment est-ce que je vais entamer cette deuxième partie? Et franchement, on la garde ou pas? Non, on la garde, bien sûr. Ouais, j'ai été marqué par cette pub pour Dop. Coucou, c'est nous, les Dopidop. Toujours en compagnie de Bobo, de Jo Bellin et de Nicolas Douchez, l'un des meilleurs joueurs de padel du 76. Je me trompe pas, non? Dans le 76 peut-être. C'est pour ça que j'allais. Bah, il joue pas dans le 76. Mais il joue pas dans le 76. C'est parce que j'ai un bon partenaire, c'est pour ça. On remet pas en cause ton niveau à ce sport. Voilà, sache-le. On sait que tu es très très bon là-dessus. On va s'intéresser à gauche. On pourra faire une autre émission padel si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un très bon. Déjà, c'est. Mais il n'a pas de raquette de padel, il joue avec une poêle. Moi, j'ai ouï dire qu'il jouait avec un wok. Avec son cahier de texte. Avant vraiment de s'intéresser à toi, mon cher Nicolas, je voulais qu'on reste dans le thème gardien de but. Je voulais profiter de ta présence pour faire un mini-jeu. Je vais t'expliquer le concept. On va mettre en opposition deux gardiens de but. Tu vas faire un choix entre les deux. Celui que tu préfères, tu nous expliques pourquoi. On peut l'aider à choisir. On peut t'aider aussi à choisir. Et on n'a volontairement pas mis Desmas, bien sûr, parce qu'on sait que c'est ton gardien préféré, avec Mathieu Georgelin aussi. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu en choisisses un et il est gardé pour celui d'après. Est-ce que tu as un petit peu compris ou pas? Okay. C'est une sorte de battle royale de gardien de but. Allez, on commence assez facile sur la Ligue 1 entre Guillaume Rest et Alban Lafont. Qui tu gardes, qui tu choisis, qui tu préfères tout simplement entre on va les deux. le mettre dans une situation délicate. Non, mais en termes de qualité, galère, en fait. non. Parce que je vais les croiser quand même. Oui, mais on regarde pas l'émission. Non, je vais prendre Rest. Yes. Pour quoi? Pour ses qualités, pour son jeu. Là, il découvre un petit peu le monde espoir. Il est très bon et parce qu'il est à Toulouse et que j'aime beaucoup Toulouse. Tu as quelques petites informations. Ok, on garde Guillaume Rest. Le deuxième duel, c'est Guillaume Rest contre Steve Mandanda. Alors là, c'est vraiment l'opposé. Il y en a un qui a 18 ans, l'autre qui a 38 et une carrière exceptionnelle, l'autre qui est voué à un brillant avenir. Mais je vais miser sur l'avenir. Guillaume Rest, c'est ça. Miser sur l'avenir, ouais. Steve, je le connais depuis très longtemps. On s'est connu à l'époque au Havre, quand on était très jeune là-bas. Et c'est vrai qu'il a une carrière extraordinaire, mais à choisir aujourd'hui, je serais sur Guillaume Rest. Ok, on est toujours sur Guillaume Rest. Là, je vais un peu te mettre dans l'embarras. Je le sais, je suis désolé, Guillaume Rest face à Mike Maignan. Non, tu ne me mets pas dans l'embarras. Je vais prendre Mike, évidemment. C'était un de tes petits protégés quand tu étais au PSG? Pas protégé, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai qu'on a eu et on a encore une bonne relation. Et j'ai toujours aimé son style de jeu. J'ai toujours pensé qu'il pouvait faire quelque chose. Je ne pensais pas que ça serait aussi haut, mais je suis super content de voir à quel point il a évolué et comme il est devenu très fort. Ça, c'est une vraie question. Tu vois, est-ce que au centre de formation, en post-formation, etc., tu te dis, lui, il a un potentiel pour être entre ça et ça, et personne ne disait à l'époque qu'il allait être aussi haut à ce niveau-là, tu vois. C'est parce que tu m'avais pas posé la question. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Quand même. Il dégageait déjà un truc différent. Il avait déjà une forte personnalité au-delà de toutes ses qualités. Lui, tout à l'heure, on parlait des caractéristiques et tout ça. Lui, c'est vraiment quelqu'un de complet. Et qui a un jeu au pied extraordinaire. Et il a su progresser, évoluer sur tout le reste. Et surtout, il a mis beaucoup de maturité dans son jeu. J'ai une question sur les gardiens du Paris Saint-Germain, parce que du coup, Mike Maignan, il fait partie d'une génération où le PSG a sorti quand même beaucoup de gardiens qui sont aujourd'hui à très haut niveau. Tu vois, il y a Areola, tout à l'heure je parlais de Boulka, Rémi Descamps, enfin il y en a quand même Moridio. Moridio. Il y en a. Est-ce qu'il y a une spécificité à Paris de sortir des gardiens? Est-ce qu'on peut sortir une tendance ou c'est un peu le hasard? Non, déjà, tu as un vivier important en région parisienne. Et après, là, pour le coup, je ne peux pas en parler parce que j'étais, moi, du côté des pros et pas à la formation. Mais ça veut dire que dans le recrutement, dans l'œil pour aller chercher les bons gardiens, ils ont été bons. Et puis, il y a eu un bon suivi dans la formation. Il est meilleur que toi, tennis ballon ou pas? Non. Il a gagné une fois dans sa vie contre moi. Mais il a gagné la fois que c'était filmé, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, on garde Mike Maignan et on l'oppose à Gianluigi
Donnarumma. Ah, le piège. C'est moche ce que tu fais. On peut t'aider à choisir. Non, mais j'ai Autour choisi, de non, la mais table, en pour tout moi- cas, pour on moi, est c'est- tous unanimes c'est- sur Mike Maignan. Pour moi, c'est Mike. Sache-le. C'est Mike parce qu'il est plus complet à mes yeux. Et dans le style de jeu, Mieux. c'est plus ce que je préfère. Il correspond mieux au style de jeu du PSG, puisque le Paris a la possession, donc doit jouer plus haut, le gardien, etc. Il nous reste 2 gardiens de but, mon Nico. Et pour être en fait totalement franc, ça nous est venu en tête ce petit jeu avec Jo, parce qu'on se demandait si Mike Maignan n'était pas déjà le meilleur, tout simplement, dans les buts. Tu te demandes ça. J'ai envie de Moi, je nous nous demande incorporer. aussi. Mike Maignan, du coup, on le garde et on l'oppose à Ederson, le gardien de Manchester City, champion d'Europe en titre. Donc 2 styles totalement différents. Pas si différent que ça non plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de caractère et de charisme qui se dégage chez Mike Maignan. Je ne sais pas, c'est peut-être totalement subjectif, mais dans les sorties aériennes... Moi, perso, je prends Maignan, mais c'est un choix perso. Voilà. Parce que je le trouve plus safe, parce que j'ai déjà vu Ederson passer totalement à côté d'un truc. Tellement fan de Maignan que. Il y a un truc. Ça, c'est le Titi parisien. Non, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un truc très charismatique quand même, de quelque chose qui dégage de sérénité en même temps. Et pour l'avoir rencontré quelques fois, voilà, sans le connaître, dans le cadre du taf, il y a quand même quelque chose, je trouve. Tu vois, quand il est dans la pièce, il dégage. Ouais, il en un truc. impose. J'imagine que sur le terrain, tu vois, ça Ederson, joue aussi. non, par exemple. Je ne l'ai pas rencontré, donc. Je pense qu'il impose avec les tatous. et tout. Mais tu vois, ce truc, je sais pas, quand je regarde un match de foot, et je sais pas, je le trouve rassurant de par sa présence, Maignan. Bon, on garde Mike Maignan. Ouais. Pas de... Mais en fait, tu vois, quand tu parles d'Ederson, la première chose qui te vient, c'est son jeu au pied. Ouais. Et quand tu parles de Mike, c'est beaucoup plus complet. C'est vrai, ok. Et alors, ma dernière question, on voulait l'opposer à Courtois, mais voilà, dans combien de temps il va remplacer, à ton avis, Thibaut Courtois au Real Madrid? J'aimerais bien qu'il aille dans un club comme ça. J'aimerais bien le voir dans un club encore plus ambitieux que le Milan. Mais pour moi, il a vraiment toutes les qualités et le caractère pour devenir le meilleur au monde. Voilà, comme ça, c'est clair. Et si Mike voit cette émission, voilà, c'est une très belle déclaration d'amour de toute la zone et de Nicolas Douchez. Ça y est, on s'intéresse officiellement à toi, mon Nico. It's all about the Benjamins, baby. On revient brièvement sur ta carrière qui est pas loin d'être exceptionnelle, formée à la KV Verte. Tu as fait Toulouse, Rennes, le Paris Saint-Germain, Lens, le Red Star. Une convocation en bleu, si je dis pas de bêtises. 2 convocations. C'était Norvège et... Et c'était en 2009, il y avait Île Féroé et Autriche. Ok, donc 2 convocations en bleu. Là, si tu devais retenir un truc de ta carrière... Châteauroux dans les clubs. J'ai pas tout fait. Il y a Châteauroux, c'est vrai. Non, Et en jeune, t'es passé... Non, mais c'est pas ça. Mais Châteauroux, c'est le premier club où j'ai réellement joué en pro. Et c'est sûrement ce qui m'a permis de pouvoir supporter et bien faire les choses après. C'était là, il y avait Teddy Bertin à l'époque ou pas? Ouais. C'est fou, moi, Châteauroux, je Il y pense avait à Teddy Bertin. Rabé-Sandratana aussi. Moi, c'est Magnifique. Michel Denisot. Quand tu as une défense centrale, Teddy Bertin et Rabé-Sandratana, Rabé. Il tu peut rien as t'arriver. anticipé la profondeur. Marqué du milieu de terrain ou pas? C'était pas loin. Si tu devais retenir un truc de ta carrière, je sais que tu as connu beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a un flash, une image qui te revient, une anecdote, voilà, vraiment un flash de tes années pro? Il y en a beaucoup, mais peut-être le meilleur souvenir que j'ai eu, en tout cas le plus fort, ça a été la qualification avec Toulouse pour le tour préliminaire de Champions League quand on finit 3e à la dernière journée, parce que le scénario était improbable, parce qu'on n'avait pas l'équipe pour finir à cette position. Et la saison d'avant, en plus, je crois que vous maintenez de... C'est la saison d'après où on se maintient à la dernière journée avec Paris et en course avec Paris et Lens. Donc voilà, ce souvenir-là était top, parce que bonne équipe, des bons copains, et c'est sûrement grâce à ça qu'on avait été chercher cette place. C'est ça aujourd'hui. J'allais demander qu'est-ce qui fait une bonne équipe de foot, qu'est-ce qui fait un bon groupe aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une équipe, elle peut aller plus loin dans les compétitions ou en championnat, tout simplement. C'est vraiment... C'est le talent, quand même. Oui, il y a du talent. Non, mais il y a le talent, mais après, évidemment, que tu as une cohésion à avoir. Souvent, quand on revient sur mes années parisiennes, il y a pas mal de gens qui ont le sentiment que c'était peut-être le meilleur PSG
l'ère qatari, ce que je pense en termes de production de jeu, de ce qui était proposé aux gens. Mais à cette époque-là, il y avait une entente énorme entre nous tous. On était capable de faire beaucoup de dîners ensemble, de passer énormément de moments ensemble. Et je reste persuadé que ces choses-là aident pour que sur le terrain, ça se passe mieux. En fait, nous, en tant que supporters, tu vois, ce que j'ai ressenti moi, c'est que ce qui se passait dans le vestiaire, où tu avais une grande part, je pense, de responsabilité, comme un Pocho pouvait avoir, comme certains joueurs pouvaient avoir, putain, on a kiffé ce groupe, tu vois. Et aujourd'hui, il y a d'autres gens qui kiffent le groupe d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas de notre sensibilité à nous, tu vois. Et je trouve que c'était vous nous avez emmenés, quoi, tu vois. Et un truc comme ça, comme une épopée qui s'est un peu cassée, je trouve personnellement, au moment de l'affaire Aurier, où tout s'est un peu... Cassé la gueule, un peu cassé la gueule, parce que... Et je trouve qu'après, Je suis pas sûr que ce soit l'affaire Aurier, évidemment, elle a fait beaucoup de bruit, mais ça s'est un peu cassé la gueule quand il y a eu le changement d'entraîneur, parce que Laurent Blanc était déjà installé depuis pas mal d'années, ça marchait très bien, et il savait comment gérer l'équipe et ce qu'il devait laisser faire aux joueurs. Et en changeant d'entraîneur et en amenant Emery, il y a eu quelque chose de complètement différent, avec une autre vision. Et plus de nervosité. Pas toujours, quand quelque chose marche bien, c'est... Voilà. J'ai adoré le PSG de Laurent Blanc, footballistiquement, tout. Moi, je suis nostalgique du plaisir pris sur la maîtrise, mais aussi le côté rouleau compresseur, le côté... puis la dimension humaine, tu vois, genre... Comme si on avait envie de faire partie d'aller venir au barbecue. Moi, quand tu voyais des photos qui sortaient, tu faisais... Ça a l'air cool en vrai. Mais c'est vrai que ça te rappelle tes barbecues avec tes potes, donc tu as aussi ce truc. Tu t'identifies beaucoup plus facilement à une équipe quand elle a cette dimension et ce visage très humain que quand tu as quelque chose qui est finalement presque inaccessible. Il faut aller chez Volver pour les voir. Allez, on y va vendredi soir. Il y a le match après, ils seront peut-être chez Volver. Mais c'est vrai que tu vois, là, il y a beaucoup de nostalgie qui se dégage un petit peu de ce qu'ils disent. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi le football qui a changé, qui est en train un petit peu de forcer ça, mais qu'on ne pourra jamais le retrouver, que ce soit au PSG ou ailleurs. Alors que, tu vois, tu parlais de bande de potes, le côté Frenchy, avec Clément, Mathieu, avec Jaja, Blaise, même avec, tu vois, on a vu des photos bras dessus, bras dessous, avec David Beckham, avec Pocho. On a l'impression que ça, en fait, que ce soit au PSG ou ailleurs, ça paraît un petit peu compliqué de le retrouver aujourd'hui dans le foot. Peut-être. Rajoute le PSG pré-Qatari aussi, il y avait beaucoup de charme, c'était plus difficile, il y avait plus de difficultés et d'échecs aussi, tu vois, mais il y avait beaucoup d'authenticité et beaucoup d'amour entre certains joueurs et le stade, tu vois. Ouais. Et ça s'est confirmé après. Pastore, c'est une histoire incommensurable avec le parc, il y a plein de choses comme ça, même Pocho, tu vois, on en reparle encore aujourd'hui. Et quand sur des groupes de copains, on s'envoie des photos encore aujourd'hui après le match où vous avez tous fait les teintures de cheveux, etc. Aujourd'hui, tu verras jamais ça. Mais jamais. Moi, je sais, j'arrive pas à croire que tu verras jamais. C'est des dynamiques. Après, tu sais, t'es pas à l'abri que les gens. Non, mais peut-être pas cette année, mais on peut dire ça va jamais arriver à nouveau. Je trouve que ça fait un peu vieux con. Après, sur ces images de titres, c'était les premiers. Ouais. Et je pense qu'on avait le groupe, alors déjà pour aller chercher ses premiers titres, mais surtout on avait le groupe pour ne pas banaliser ce genre d'événement. On était content que ça soit un titre, 2 titres, 3 titres, bien plus. On a toujours été heureux d'aller gagner. Et on n'a jamais fêté ça à contre-cœur. Je pense qu'au contraire, on y a mis beaucoup de cœur. Et puis il y a eu une professionnalisation aussi, je trouve, tu sais, il y a eu ces histoires qu'on entendait où les premiers, Ibrahimovic, Thiago Silva, arrivaient à 9h à l'entraînement, alors que l'entraînement pouvait être à 10h ou 11h. Et moi, j'ai pris du plaisir à vivre ça aussi, tu vois, à vivre ce. Mais ça c'est... En fait, ils ont amené une culture. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu énervant d'entendre cette comparaison. Les étrangers travaillent, les Français non. Mais en fait, c'est juste qu'on n'avait pas été éduqués de la même façon, footballistiquement. Mais une fois que ces joueurs-là sont arrivés et qu'on a vu comment ils fonctionnaient,
Mais on a tous travaillé de la même façon. Bien sûr. Et finalement, oui, quand tu dis ils ont professionnalisé le truc, c'est exactement ça. Mais c'est juste parce qu'on n'était pas habitué à travailler comme ça. Mais aujourd'hui, ça devient vous, naturel. Hein. Pas vous en tant que joueur, mais plus le côté en France, c'était comme ça. Ouais. J'ai connu des vestiaires ou des clubs en Ligue 1, notamment Nice, quand ils jouaient au Ray, tu vois. C'était un club de famille, vraiment. C'était tout petit, c'était attachant aussi, parce que c'est ce qu'on aime, et il nous manque un peu ça aujourd'hui dans le football. C'est que c'est un peu too much, trop d'argent, moins de contact direct avec les joueurs ou avec les histoires de joueurs. Mais j'ai adoré votre période, parce qu'il y a un invité qui n'est pas là, mais qui est là. Et c'était génial. Donc merci en tant que supporter du PSG de nous avoir transmis ça. Ouais, et puis il y a eu le truc où quand ça commence, la première saison, t'es pas champion, ça crée un peu de frustration, il y a de l'attente, et puis l'année d'après, en fait, c'est une telle explosion finalement de gagner un titre, parce que pour le coup, moi, j'ai des souvenirs, j'étais vraiment gamin sur le dernier titre, donc le bonheur que ça a été d'être supporter du PSG, quand le premier il arrive, tu fais genre, Sur l'échange. j'avais oublié, tu vois, c'était ouf. C'était fou. Le dernier, c'était des souvenirs vraiment de gamin. Et j'avais pas, en plus, le recul pour kiffer Moi, autant tu vois, ce match-là. Ouais. Nico, tu me dis si je me trompe, mais toi, quand tu arrives au PSG, de base, tu arrives pour être numéro 1. Leonardo arrive après ton arrivée, recrute Sirigu, qui le met numéro 1 à ta place. Il y a, je me doute, la frustration du gardien de but qui continue de bosser parce que voilà, tu devais arriver en tant que numéro 1, mais l'homme un petit peu qui se cache là-dessous, qui a des sentiments, des émotions, comment il réagit un petit peu face à ça, face à cette injustice, tout simplement? Il réagit mal, dur à encaisser parce que oui, j'ai été recruté pour être numéro 1. Et à cette époque-là, quand Leonardo est arrivé, n'était sûrement pas convaincu que je sois le bon choix. Mais j'avais... Et tu fais toute la prépa en numéro 1. Ouais, parce que j'avais la chance d'avoir Comboiré qui était le coach et qui, lui, croyait en moi. Donc, il ne voulait pas de prendre un autre gardien. Et si 10 jours, une semaine ou 2 semaines avant le début du championnat, je me blesse pas, ça aurait commencé comme ça. Malheureusement, pour moi, je me suis blessé. Et Léo a profité de la situation, même si c'était déjà dans les tuyaux, l'arrivée de Sirigu, certainement. Mais en tout cas, elle était bloquée sur... tant que je jouais, elle était bloquée pour le moment. Et la blessure a fait accélérer le processus. Et puis une fois qu'il était là et qu'ils lui ont garanti le poste de numéro 1, c'était compliqué pour moi parce que j'ai pas trop de souvenirs de joueurs qui a été recruté pour jouer et sans avoir fait un match a été déclassé et a été mis second. Et ce qui t'a fait tenir, alors forcément il y a le côté compète, il y a aussi le côté tu es dans une équipe qui tabasse tout et qui gagne, mais tu parlais justement de cette camaraderie, cette bande de copains. C'est aussi dans ces moments-là que d'avoir un groupe très très soudé, très copain. La première année c'était en construction, donc tu n'avais pas encore toute... c'était particulier. Évidemment que le côté pote, le côté barbecue, le côté amitié fait que ça m'a aidé à tenir plus facilement. Même si à la fin de saison, pendant la saison et jusqu'à la fin de saison, je me posais énormément de questions. Après... il y a eu une réflexion parce que je me suis demandé est-ce que je pars pour aller jouer ailleurs, est-ce que je reste ici, et c'est vrai que quand tu vois certains noms passer, quand tu te dis putain mais c'est vrai, ils peuvent recruter ces gens-là, bah, tu vois la chose un peu différemment et tu te dis allez, je vais accepter mon rôle de doublure, je vais avoir un rôle important si je peux dans le vestiaire, même si je joue pas, et je vais pouvoir côtoyer des grands joueurs, un grand entraîneur, et gagner des titres. Et pour moi, gagner un titre avec Paris, c'était un rêve de gosse. Donc j'aurais été trop frustré et trop déçu
est tellement en colère après moi si j'étais parti juste pour une question d'ego, alors que j'avais déjà 32, un truc comme ça. C'était important de rester à Paname, toi, le natif de la... Il a dit qu'il allait chialer, c'est moi qui vais chialer. Ouais, c'était important pour toi de rester vraiment dans ton club de cœur, toi, le natif de la région. Ouais, enfin c'était important. Alors après, je vais pas non plus dire voilà, c'est Paris, je voulais pas partir ailleurs. C'est aussi parce qu'il y avait le projet et on était dans une fusée qui était en train de décoller et je voulais absolument vivre ce moment-là. Si j'étais parti et que j'avais vu l'arrivée d'Ibra, l'arrivée des Thiago, l'arrivée de Beckham, mais que moi j'avais pas participé à ça, j'aurais été dégoûté. Donc je suis resté et j'ai appris à comment dire, à avoir le sens du sacrifice par rapport à ma carrière et mon envie de jouer. Mais j'ai vécu des choses extraordinaires et j'ai vraiment aucun regret parce que mine de rien, j'avais quand même les coupes nationales, j'ai quand même fait quelques matchs et j'ai profité pleinement de cette aventure. Ouais, puis il y a le truc, là, c'est plus facile à dire aujourd'hui quand tu es a posteriori, de regarder dans le rétro, de dire ouais, c'était pas trop compliqué, mais en fait, quand tu vis le truc, de prendre la décision d'aller ailleurs, hein, tu vois, et que là, on le relativise parce que tu dis Ibra, Thiago, tu fais la liste, Beckham, David Beckham, en fait, juste de le dire, c'est un délire, en fait. Tu vois, quand tu as le documentaire Netflix qui sort, tu fais ouais, David Beckham, et j'imagine que quand tu es joueur, c'est la même chose aussi. La prise de décision, elle n'est pas si facile que ça. Non, c'est compliqué. La vie perso, vie pro qui se mélange aussi, partir pour aller où Tu vois, on en parlait, on a eu Ami Cassiani et Ricardo Farsi à ta place, et justement, on parlait un petit peu de l'optimisation de carrière et le facteur chance et le facteur choix de carrière, comme tu dis. Toi, pendant un moment, tu as hésité, voilà, est-ce que je vais ailleurs pour être numéro 1 ? Est-ce que je reste pour vraiment faire partie de ce projet ? Avec le recul, le bon choix, tu l'as fait, quoi. C'est ça qui est exceptionnel. En tout cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait ailleurs. Ouais. Mais je ne me pose pas la question. Tu te poses des questions quand les propositions sont là. Partir de Rennes et venir à Paris, ce n'était pas un choix si évident que ça, parce que je vivais de super belles choses à Rennes. Paris, voilà, même si dans les négociations, je savais que le Qatar arrivait, que le Qatar savait que moi je signais aussi. Je savais que le club compliqué avant. Voilà, ouais, mais j'étais. En fait, oui, mais il arrivait quand même avec un statut d'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. T'arrives avec une pression, mais je me sentais assez mature pour supporter ça. Ouais. Moi, je me rappelle. J'étais sûr de moi par rapport à ce choix, sauf que j'avais pas anticipé je pense la blessure, tout simplement. En tant qu'homme, tu vois, ce que tu as vécu à Paris, cette espèce de métamorphose de je dois me sacrifier un peu pour le groupe, où mes ambitions personnelles passent un peu en retrait. Je pense que tu as aussi la réponse de pourquoi est-ce que tu fais ça aujourd'hui, tu vois ? Ce que tu expliquais dans la... Oui. Alors après, et même en tant que papa. Après, faut aussi voir, quand je dis je me suis sacrifié, Non, tes ambitions perso. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours eu l'ambition de jouer. Ouais. Je voulais absolument prendre la place de Sirigu. Après, il a été performant et il est resté sur le terrain, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même si j'avais accepté ma position, j'essayais au quotidien de tout faire pour inverser les rôles. Il y avait quand même une ambition sportive derrière tout ça. Mais à partir du moment où j'ai accepté de rester la deuxième année, en tout cas à la fin de la première, je savais que je devais avoir un rôle différent et essayer d'avoir un rôle important pour pas me faire chier dans un groupe et passer comme quelqu'un qui... Mais je pense que c'est aussi pour ça que tu es devenu entraîneur de gardien, puisque ce rôle-là, tu as pu prendre un peu de recul sur la situation d'un groupe, sur la situation de comment entraîner des gardiens, sur tout ça, je pense. Mais, de toute façon, si je suis devenu entraîneur des gardiens, c'est parce que Mathieu m'a connu à cette époque-là et lui savait mieux que moi que j'allais devenir entraîneur. Moi, je n'y croyais pas du tout. Et tu penses qu'aujourd'hui que c'est une force d'avoir connu ce truc d'être en concurrence et pas forcément d'être celui qui joue pour mieux gérer ça dans ton quotidien avec les gardiens où il faut un petit peu gérer... Pour moi, j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir connu tous les postes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, Ligue 1, Ligue 2, des montées, des descentes, d'avoir touché à l'équipe de France, la Coupe d'Europe. Enfin, j'ai cette chance-là de pouvoir comprendre assez facilement les sensations du gardien, ce qu'il vit, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai arrêté il y a 4 ans, donc c'est pas si loin que ça. Ouais.
Et pour moi, ça, c'est une chance terrible. Parce que moi, je me souviens quand tu arrives de Rennes, j'étais hypé de fou. Hein. Moi, tu vois, non, mais c'est pas pour cirer les pompes, mais j'étais hypé de fou parce qu'on sort d'une période, tu le disais, tu vois, je m'appelle Apoula, c'était compliqué. Moi, j'avais été déçu par des gardiens que j'aimais beaucoup en Ligue 1, Letizy, Landreau, Coupé, il y avait les blessures aussi. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup d'attentes sur les 10 dernières années, en plus des gardiens qui étaient quand même des gardiens confirmés, et où on n'avait pas eu la plénitude de ce qu'on aurait pu attendre. Et moi, je sais, quand tu es arrivé, j'ai fait wow, de la bombe, parce que j'adorais le gardien que tu étais à Rennes. De quoi? Quel idiot, t'as dit? Quel mytho. Non, de fou. Je l'ai saucé sur son flow. Moi, je kiffais le flow, crâne rasé, habillé tout en noir, les pompes blanches. Non, mais t'arrives en gardien plus que confirmé. T'arrives en gardien, je vais pas dire star de Ligue 1, mais quasiment. Donc, mais en tout cas, quand on parle de période Qatar, QSI au Paris Saint-Germain et qu'on pense au gardien de but, l'un des premiers noms qui revient, je pense que c'est le tien, parce que tu fais partie déjà des premiers à faire partie de ce projet-là. Je fais partie du début de l'aventure, et puis c'est vrai qu'il y a toujours eu une bonne connexion avec les gens. Puis moi, étant de Paris, je veux dire, quand je vais dans la rue, c'est facile de parler avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Tu ne te considères pas comme une star. T'es pas... Donc du coup, tu as ce côté lien avec le public parisien qui est là. Et puis voilà, c'était le début de l'aventure. Ça va te faire un petit truc quand tu vas retourner au Parc des Princes en tant qu'entraîneur des gardiens du côté. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je vais être content. Je suis retourné évidemment un paquet de fois pour aller voir les matchs, mais là de retourner sur le terrain avec Le Havre, si on n'est pas viré d'ici là d'ailleurs. Mais de retourner au parc, oui, ça je vais être super content. Tu auras un bel accueil en plus. Ouais, tu racontais un petit peu ton arrivée en tant qu'entraîneur des gardiens du côté du Havre. Tu disais que s'il y en a un qui était vraiment persuadé que tu serais parfait pour le poste, c'était Mathieu Bonnemer. Raconte-nous un petit peu cette histoire qui sort un petit peu du lot, on peut le dire, qui est un petit peu insolite. Ouais, c'est une histoire qui sort un peu de l'ordinaire. C'est juste que Mathieu, en fait, on est toujours restés en contact tous les deux, plus ou moins réguliers. Après, tu nous as vus quand on était ensemble pour Téléfoot. Et à ce moment-là, ça a recréé des liens. Et à cette période-là, on commençait à jouer régulièrement au paddle. Donc lui était plus adversaire que partenaire. Mais voilà, un jour, il m'appelle et il me dit « Je voudrais te parler d'un truc ». D'un projet, mais à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être lié au foot. Et je m'attendais plus à un truc de paddle. Et quand je suis arrivé dans le restaurant où il m'avait donné rendez-vous, il était assis avec Lucas Lesner, et quand il nous a présenté, il a dit voilà, Lucas Lesner, futur entraîneur du Havre, et Nico Douchès, futur entraîneur des gardiens. Donc j'ai appris à ce moment-là, et je ne sais pas si Lucas était déjà au courant, mais en tout cas moi j'ai appris à ce moment-là que j'allais devenir entraîneur des gardiens. Et tu avais combien de temps pour répondre ? Le poste. Tu avais combien de temps pour répondre ? Et j'avais, fallait que je donne la réponse. Dire oui tout de suite. Non, mais il reprenait l'entraînement quasiment une semaine après, en tout cas le club, et il lui fallait une réponse dans les 24 heures. C'est la méthode Mathieu Bonnemer. Donc voilà, il était 16h, direct. Il était 16h et il a une réponse le soir. Et sans regret, tu t'épanouis aujourd'hui dans ce nouveau rôle. Alors que tu disais, c'est quand même un petit peu sorti nulle part, parce que tu ne te voyais pas forcément dans cette carrière-là, mais aujourd'hui, sans regret. Ouais, mais en fait, j'ai vraiment l'impression, en étant avec Mathieu, d'arriver... Allez, on est entre potes, on reprend une équipe et puis on essaie de bien faire les choses. C'est un peu comme ça que je vois la situation. Et d'ailleurs, avec Mathieu, on passe énormément de temps ensemble. On habite ensemble, on dort ensemble. Dans des lits séparés, mais on dort ensemble. Quand on est au Havre, voilà, on a une relation amicale qui est plus importante que le sportif. Mais on passe tellement de temps à réfléchir pour essayer de faire améliorer les choses, et c'est aussi pour ça que ça se passe bien. Tu préfères Clément Chantôme, Mathieu Bonnemer ? Non. On va faire le jeu là, avec les photos. Là. Clément, c'est mon partenaire de padel. Mathieu, c'est un adversaire. Justement, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ton rôle quand tu étais numéro 1, numéro 2. Aujourd'hui, ton rôle en tant qu'entraîneur de gardien, il est très important. Et je vais parler du gardien du Havre, d'Arthur Desmas, quand vous le recrutez, avec Lucas Lesner, Mathieu Bonnemer et donc avec toi. Il est un petit peu au fond du trou. Du côté de Clermont, vous le recrutez en Ligue 2 et vous arrivez, quand je dis vous, c'est tout le staff, à faire de lui le meilleur gardien de Ligue 2.
et aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Comment ça s'est... 5 fois que j'entends parler de ça. Il adore cette histoire. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, parce qu'il débute en tant que numéro 1 du côté de Clermont. C'est Ouparine Djoko qui le remplace, et après c'est Moridio, l'ancien Parisien, qui arrive à prendre sa place. Et aujourd'hui, il est titulaire dans l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1, en tout cas les plus performants depuis le début de saison. Comment ça s'est passé? Comment tu travailles avec lui? Voilà, on dit souvent... L'un des aspects les plus importants chez les gardiens de but, c'est le mental. Est-ce que c'était ça un petit peu qui lui manquait, que tu lui as inculqué, ou c'était autre chose? Oui, de toute façon, s'il n'avait pas été dans le trou et mis sur le côté à Clermont, il ne serait jamais arrivé au Havre. Donc ça, c'est une réflexion que Mathieu a eue avec Lucas, et ils m'ont proposé plusieurs choix, et puis après, on s'est arrêté sur Arthur, mais... oui, quand il est arrivé, il était en plein doute, et le plus gros du travail, j'ai envie de dire, c'était juste de lui redonner le sourire. Après, c'est pour ça que tu es le mec parfait, en fait. Ouais, je pense que voilà, je suis pour l'amuser, pour le détendre, pour toutes ces choses-là, je pense être bien placé. Après, un des premiers discours que j'ai eu, c'est on va chercher à s'amuser, on va chercher à prendre du plaisir, et une fois qu'on aura ça, on va se mettre à travailler. Parce que pour moi, si tu prends pas de plaisir à venir à l'entraînement, tu peux pas bien travailler. Mais dans ton rôle à toi, comment tu arrives à te projeter avec un gardien qui, à un moment donné, n'est pas forcément bien, et tu te dis, en lui redonnant la pêche, on va pouvoir en faire quelque chose. Comment on prend le risque? Comment on mesure le risque de se dire, parce que c'est quand même un poste fondamental. Ouais, mais en fait, le risque, je pense aussi, c'est aussi cette fraîcheur que j'ai eue de découvrir le poste. Donc, je suis arrivé comme ça, et j'ai envie de te dire, j'ai pas pris le risque. C'est Mathieu qui m'a mis Arthur dans les pattes en me disant, allez, démerdez-vous maintenant. Il faut qu'on ait des résultats. En gros, c'est ça. Mais après, c'est apprendre à découvrir le mec, à s'intéresser à lui, au-delà du sportif. Ouais. Voilà, comprendre sa façon de réfléchir, de fonctionner. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Tu peux pas agir de la même façon avec tous les gardiens. Et mon premier rôle, c'était de déceler un peu sa personnalité, et moi d'avoir un côté protecteur, bienveillant, en lui disant on va faire le truc ensemble. Je vais essayer de t'emmener et aller. On verra où ça nous mène. Moi, c'est mes deux équipes. J'aime beaucoup Brest parce que c'est Eric et que j'aime énormément Eric. Mais j'aime beaucoup le Havre. C'est les deux équipes que je préfère parce que tu ressens cette dimension humaine qui existe, et un peu ce qu'on aime nous ici sur le plateau, ce qui se passe en dehors du terrain, sur le terrain, etc. Et je trouve ça très rafraîchissant de voir ça aujourd'hui en Ligue 1. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe à Marseille, à Lyon. Ouais, après, alors c'est pas pour protéger ces clubs-là, surtout qu'il y en a quelques-uns que j'aime pas trop, mais il y a quand même une pression complètement différente. Ouais. Nous, on peut travailler tranquillement. T'es pas, je veux dire, on perd un match ou deux matchs, il va pas y avoir le feu dans les bureaux, il va pas y avoir les supporters qui vont débouler pour péter un plomb. Voilà, ouais, mais vous êtes 7e là, donc si vous ne vous qualifiez pas en Coupe d'Europe, attention les gars. Ouais, mais ça, c'est la pression de Mathieu. Ça, non, mais tu vois, on travaille quand même beaucoup plus sereinement que dans ces grands clubs-là. Pour avoir vécu l'histoire au PSG, c'est deux mondes à part. On n'est pas dans la même galaxie. Et si Mathieu Bodmer est appelé par, je sais rien, l'Olympique Lyonnais par exemple, qui est en grande difficulté, et qu'il y a un autre projet qui s'organise et qui te demande d'y aller. Qu'importe le projet, que ça peut être... Ça dépend s'il y a un cours de paddle dans le club, je crois. Le paddle, c'est vraiment beaucoup développé cette année, l'année dernière, donc je pense que c'est... Non, mais Mathieu, on a une relation assez forte avec Mathieu. On est quelque part un peu liés maintenant. On connaît aussi le foot, on sait... qui peut se retrouver ailleurs et pas avoir de place pour le staff qui est aujourd'hui au Havre. Peut-être que le staff aujourd'hui au Havre peut être sollicité alors qu'il y a déjà un directeur sportif ailleurs. Enfin,
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir continuer avec lui tout le temps. C'est ça ma question. Dans l'idéal. C'est Maintenant, quand même exceptionnel de bosser avec l'un de ses meilleurs tu potes, bosses quoi. avec un de tes potes, c'est génial. Donc voilà, si je pouvais avoir Ça va très vite dans le foot, donc évidemment, Ouais. pourquoi pas. Mais si ça pouvait rester comme ça, je serais le plus heureux, bien sûr. Ok. Bah, merci, mon Nico, pour Merci, les tout gars. ce que tu as représenté dans ta carrière, tout ce que tu représentes aujourd'hui, de nous avoir accordé ces minutes ici avec nous, joueur exceptionnel, entraîneur exceptionnel. Attends, j'ai failli oublier. Tu as été acteur aussi, non? Non? Ah oui, Ouais, ouais. merci. Il me semble que tu as été acteur. Ouais. Acteur dans quoi? On va découvrir ça. Et maintenant qu'on se connaît bien, Nico, c'est quoi le secret pour être un super gardien de but? Il faut surtout être bien concentré. Je vais te montrer. Montre-moi plutôt avec Tom, hein. Il est en pleine forme. Vas-y, Tom. Et n'oublie pas, précision, concentration. À mon tour. À moi. T'es un peu mou du genou, tout ça. Allez, Taz, lâche-toi. Tu nous l'avais bien caché, celle-ci. Acteur studio quand même. C'est hein. vrai. Exceptionnel. Mais je suis super content. Tu sais que quand j'ai dit à mon fils, tiens, regarde, papa il va être à la télé, c'est génial. C'est exceptionnel. Non, franchement. Mais pour l'histoire, parce que je devais faire ça avec un collègue qui est Clément Chantôme. C'est vrai. Et lui n'a C'est pas lui qu'on osé s'attendrait aller jusqu'au bout du truc et il m'a laissé tout seul. Mais je regrette pas d'avoir fait ça. Je me suis vraiment amusé. J'ai C'est un peu trouvé une ça habitude, sympa. non? Qui m'abandonne. Ouais, Ouais, non, il me laisse toujours tomber. il te laisse tout seul. là. Donc il t'en doit une. Ça dépend des endroits et des soirées, mais Il a- sur ça, il m'a laissé Pour tout ceux qui seul. n'ont pas encore compris, Clément Chantôme est sur le plateau, caché derrière. Là. Il prend des notes. Et on espère qu'un jour, il acceptera notre invitation pour venir dans l'émission, évidemment. Il est le bienvenu, Clément Chantôme, bien sûr. Merci D'ailleurs, en j'en tout cas. profite, ça n'a rien à voir, mais pour dédier cette émission au petit Anton qui nous regarde chaque semaine. Et ça fait longtemps que je voulais le faire, donc voilà. Eh ben, on lui Anton, fait un petit coucou. Bah, c'est peut-être pour qu'il ça. pourra venir assister. Ah, bah, moi, je vais en D'accord. profiter aussi. Là. voilà. C'est l'anniversaire de qui alors? Allez-y Ah, les gars, c'est pas let's go. c'est pas un anniversaire, mais je vais passer le bonjour à mon équipe parce que ils regardent Ah oui, l'émission. c'est vrai, la team Outremonde. Donc, je passe un grand bonjour à la team Outremonde. Voilà. Vous recherchez un entraîneur des gardiens ou pas? J'en connais un. Bah, on cherche même un gardien s'il faut. Réexplique le projet quand même qui est magnifique. Ouais, c'est. mettra le lien, On va raconter. Alors, je vais le faire très court. C'est une association qui s'appelle l'association Outremonde qui se trouve dans le 20e arrondissement, rue de la Mare à Paris, qui lutte contre l'exclusion sociale en général. Donc, il y a des maraudes avec des distributions de repas pour les SDF. Il y a des cours de français, il y a des cours d'informatique, des cours de théâtre, des cours de cuisine qui sont ouverts à tout le monde. Et il s'avère qu'il y avait aussi des migrants qui passaient beaucoup à l'assaut, mais c'est toujours un peu compliqué quand tu es en situation irrégulière de faire confiance aux gens. Et certains des bénévoles ont eu la bonne idée, il y a 7 ans, de créer une équipe de foot pour les fidéliser un peu et puis pour leur pouvoir les... Bah, c'est un lien social aussi. Voilà, donc, créer un lien avec eux. Puis l'équipe a grossi petit à petit d'entraînement, match à Pershing, donc dans le bois de Vincennes, sur des terrains bosselés, pour ceux qui les connaissent bien, ils ont dû laisser des chevilles, jusqu'à aujourd'hui où on a une équipe qui est inscrite en championnat 11, en FSGT. On n'a pas de montée, pas de descente, mais Ah, en vous tout avez fait cas, une on a demi-finale réussi. de coupe la saison On dernière. a fait une demi-finale Ouais. de coupe l'an dernier, de Coupe de France, ouais. Voilà. En FSGT toujours, hein, mais on n'a pas de grandes ambitions, si ce n'est de créer du lien, que les gens se sentent bien et qu'il y C'est ait le un plus espace important, un peu safe, tu vois, pour se sentir de raconter ses problèmes quand il faut, ses galères, de trouver un coup de main, quelqu'un pour traduire un truc. C'est vraiment la Donc meilleure le foot, personne sur ce plateau, c'est Ouais, lui, mais de loin. franchement, Le foot nous je suis en sert train de à remettre faire du lien. ma vie en question. Voilà. Tu l'auras compris, la meilleure personne sur ce plateau, après Ouais. toi, c'est Bobo. Et il cherche un gardien de but, donc n'hésite pas. mon J'en ai Nico. deux. Alors, j'en ai un qui parle pas français, qui parle que farsi, qui est afghan. Donc là, c'était un peu plus compliqué la communication. Et puis j'en ai un C'est un autre. défi Mais pour toi, il est bon aussi quand même. Hein, mais et puis j'en ai un autre. Donc si tu arrives à tous J'ai les deux faire gardiens. marrer, t'es très très fort. Mais, non, mais ils rigolent tous facilement. Donc, mais t'es le bienvenu. Franchement, après, t'es le bienvenu pour même passer dire bonjour. Il a fait une description du film Les Collègues, un peu. Ouais, pas Il y a un loin. petit côté, C'est un peu Il y ça. a un petit côté, ouais. dans le Avec pitch, un peu quoi. moins d'alcool peut-être. Bravo, Boris. Ouais, Ouais, ouais. bravo. Et Ouais, merci bravo. en tout cas à tous les trois autour de ce plateau. Merci encore à toi. mon Nico. Merci Et pour l'invite. puis, bon, c'était Et ça faisait un puis, petit et moment. allez le bac. Allez les Hawks, Ouais. voilà. C'est contre Nantes ce week-end. Exactement. Voilà, gros match. Nantes, Un des plus beaux et après, maillots. on reçoit Paris. Et après voilà. Un des plus Il y a beaux maillots de Ligue 1 quand même. Deux grosses échéances pour. Si le bleu pour marine l'heure. et le ciel là. Mais tes goûts ne sont pas forcément les miens. Laisse-moi tranquille. Bah, ça se voit. On peut clôturer l'émission. C'est good. On y va. Bonsoir. On se dit au revoir Qui tout êtes-vous le monde. Que je sais Allez, pas. enchanté Alexis. Salut tout le monde. Ciao ciao.
Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Benjamins, baby.